Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Antoine Fouché, président de la société de conseil Quintette, Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique, de l'écologie, non, Fabrique écologique, Fabrique pardon. écologique, ouais. Et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Merci à celles et ceux qui ont profité de la période fiscalement chaude pour contribuer à notre financement. Il est, comme tout le monde, soumis à l'inflation et toutes les contributions, y compris la plus petite, sont les bienvenues. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, les plus grosses aussi évidemment. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Pédocriminalité, comment agir vraiment ?» Il est ainsi chapeauté. Les petites victimes ont 8 ans en moyenne et sont au nombre vertigineux de 160 000 par an. Cela représente un viol ou une agression toutes les 3 minutes, de chaque heure, de chaque jour, de chaque année. Et il en faut du monde pour détruire ainsi des centaines de milliers d'enfants. Dans ce numéro du 1 Hebdo, nous vous proposons d'explorer des solutions pour faire face à ce fléau, car des solutions existent et elles portent leurs fruits. Mercredi, nous mettrons en ligne le dernier des 3 enregistrements de mes conversations avec Patrice de Montcamp, historien, économiste, spécialiste des passages couverts de Paris, longtemps abandonnés, redevenu aujourd'hui un must pour beaucoup de Parisiens et de touristes, Galerie Véronada, passage Choiseul, Galerie Vivienne, mais aussi des passages encore délaissés comme le passage du Caire ou le passage du Ponceau. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, un compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons maintenant le premier de nos 2 sujets. La canicule est-elle un sujet politique ? Le 17 juin, quelques jours avant le nouvel épisode caniculaire, le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, a présenté un plan endurance pour l'adaptation à la hausse des températures, alors qu'un tiers des logements est constitué de bouilloires thermiques. Selon lui, la canicule n'est pas une question météorologique ou climatique, c'est désormais, dit-il, une question de justice sociale. Intervenant aux côtés du ministre du Logement, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a reconnu que la France souffre, je cite, d'un grand retard collectif tout en mettant en avant 3 axes. Remettre la nature dans les villes pour les rafraîchir et faire des quartiers prioritaires des précurseurs de la transformation écologique des territoires. Encourager les solutions efficaces pour limiter la surchauffe des bâtiments, comme les volets, en demandant par exemple aux bailleurs sociaux un recensement des bâtiments sans occultation des baies vitrées, et développer des solutions performantes pour permettre le rafraîchissement des bâtiments, avec d'ici à septembre un tarif réduit de TVA à 5,5% pour les climatiseurs réversibles, décidé par la loi de finances 2026. Aucune annonce réelle a cinglé la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ancienne Fondation Abbé Pierre, qui a annoncé qu'elle s'associait à un recours en justice lancé en 2025 par des citoyens et par les ONG de l'affaire du siècle, qui accuse l'État de manquer à son obligation de protéger la population des impacts du réchauffement climatique. Associations et climatologues déplorent une politique qui met l'accent sur la gestion de crise plutôt que sur une véritable adaptation. Pourtant, en 2023, pour faire face aux canicules répétées, la France s'était dotée d'un plan d'adaptation, une feuille de route censée préparer le pays à un réchauffement de 4 degrés d'ici à 2100, avec une batterie de mesures sur les logements, les exploitations agricoles ou les transports, afin de se préparer à une hausse des températures, donc de 4%, en 2100. Jugé insuffisant, y compris par le Haut Conseil pour le climat, le plan dispose de peu de moyens financiers. Au cours de ces dernières années, des outils pour s'adapter au changement climatique comme le Fonds vert ont été fortement rabotés dans un contexte budgétaire contraint. La dotation de ce dispositif très prisé des élus locaux est passée de 2,4 milliards d'euros en 2024 à près de 840 millions d'euros en 2026. Sur cette question, Lucille Schmitt.
Oui, merci Philippe. Vous venez de le rappeler, ce deuxième épisode caniculaire en 3 semaines a créé une sorte de mini-crise politique. Je dis mini parce que d'une certaine manière, les jeux de rôle que vous venez d'exposer sont tristement connus depuis déjà des années et ce gouvernement n'a pas le monopole du fait de ne pas s'être occupé en fait de préparer la France à l'adaptation au changement climatique. C'est un vieux sujet, c'est déjà le 3e plan national d'adaptation et à chaque fois, comme souvent en France, on réalise de magnifiques documents parfaitement, comment dirais-je, chiffrés, structurés, clairs, mais qui ne donnent lieu à aucune mise en œuvre réelle, à la fois faute de moyens financiers, comme vous l'avez rappelé, mais aussi faute d'une réelle détermination lorsqu'il s'agit d'installer en fait la politique dans le long terme et que chacun pense les choses en termes d'investissement qui peut éventuellement le dépasser. C'est lié évidemment à la cyclotimie politique, au fait que les gouvernements sont de plus en plus courts, c'est lié au fait que les ministres de l'écologie ne savent pas faire grand-chose si ce n'est démissionner avec fracas et avec panache, et qu'aujourd'hui Monique Barbu est totalement invisible dans le casting gouvernemental. Donc il y a une mini-crise politique, mais d'une certaine manière, lorsque les ONG, y compris la Fondation pour le logement, disent que rien n'a été fait, ça donne le sentiment que chacun reste dans une sorte d'impuissance partagée. En fond, ce qui est important dans ces épisodes caniculaires, dont on nous dit d'ailleurs qu'ils pourraient se prolonger d'ici une dizaine de jours, c'est aussi qu'on découvre combien cette canicule dévoile un pays à bout sur le plan social. Il est à bout sur le plan social parce que, au fond, on dit toujours que l'écologie, c'est systémique. Oui, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la politique du logement, elle interagit avec la politique des mobilités, que la question de la décision politique et de la façon dont on rabote le fonds vert agit sur l'action des collectivités locales. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays à bout de souffle et que la canicule est venue dévoiler ce genre de choses. C'est d'abord sur le plan du logement, c'est-à-dire qu'on découvre que la grande majorité des écoles en France ont été construites entre 1950 et 1970, qu'on découvre qu'effectivement, il y a 10 millions de pauvres en France et sans doute dans le halo de la pauvreté, beaucoup d'autres millions encore, et que, au fond, il n'y a pas d'outils aujourd'hui politiques qui permettent de structurer une action collective. Il ne s'agit pas seulement d'aller contre le gouvernement, il s'agit de reconnaître que sur ces enjeux, les collectivités locales, le plus bas dans les territoires, doivent travailler avec le plus haut, que les Français doivent aussi acquérir des réflexes qui seront différents. Je rappellerai qu'aux dernières élections municipales, la plupart des maires verts ont été sèchement battus. Et c'est pas seulement parce qu'ils faisaient la morale, c'est aussi parce que en mettant en œuvre des plans de restructuration de la ville et en déclarant qu'il faudrait peut-être installer de la sobriété, ou en tout cas tenir compte de certaines limites, ils se sont mis les électeurs à dos. Donc on est dans une situation où, de manière générale, la question d'une prise de conscience collective reste posée. Les scientifiques peuvent dire on l'avait déjà dit aux politiques, peut-être. Mais que se passe-t-il du côté de la société française ? Comment est-ce que cela est pris en charge ? Et donc, c'est en ce sens que c'est le contrat politique, me semble-t-il, entre les électeurs et ceux qui sont élus, qui doit évoluer. Comment est-ce qu'on prend en considération maintenant cette question écologique de façon politique dans ce contrat politique ? Et puis, je terminerai en disant qu'on est à la veille d'échéances électorales très importantes et que régulièrement, non seulement l'écologie joue en 2e division en ce qui concerne la politique, la présidentielle ou les élections législatives, c'est à tout le moins un sujet dont on parle, vous savez, en septembre, et puis petit à petit, au fur et à mesure que les choses sérieuses commencent, l'écologie disparaît. Est-ce que cette fois-ci, ces épisodes caniculaires vont permettre que l'écologie remonte en 1re division ? Ça, c'est un point qui me semble important. Est-ce que ça signifie qu'un épisode caniculaire pourrait se dérouler en avril 2027 ? Je ne sais pas. En tout cas, on peut se demander ce qui se serait passé si la canicule s'était abattue sur les Jeux Olympiques, par exemple. Et donc, par rapport à tout cela, que peut-il se passer et comment ça peut déranger un jeu de rôle que je trouve aujourd'hui tristement convenu ? Antoine Fouché. Oui, je pense qu'on peut, pour prolonger ce qu'a dit Lucille, je pense qu'on peut effectivement dire que c'est un sujet, la canicule est un sujet politique, au moins en 3 sens. D'abord, premier sens, Lucille l'a dit, je viendrai très rapidement dessus, au sens partisan électoral du terme, c'est-à-dire il y a quelque chose qui touche la vie de la grande majorité des Français, donc les partis politiques réagissent et donc ils changent de position. Ce qui est assez intéressant, je trouve, notamment du côté du Rassemblement national, qui a complètement tourné kazakh. Il y a 15 ans, Jean-Marie Le Pen disait qu'il y avait un prétendu réchauffement climatique. Il y a encore 3 ans, sa fille, Marine Le Pen, parlait d'un rapport alarmiste du GIEC. Et là, maintenant, l'un des responsables du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, a considéré et dit que le réchauffement climatique était, je cite, au-dessus de la pile
un des priorités du Rassemblement national. Donc ça change, la canicule est un sujet politique parce qu'elle fait tout simplement bouger les positions des partis politiques. On pourrait dire la même chose aussi des Verts qui commencent à regarder la climatisation avec un autre œil. Deuxième, et donc ça c'est politique un peu au sens politics, comme on dirait en anglais. Pour continuer sur l'anglais, c'est aussi politique au sens de policy, c'est-à-dire de la recherche du bien commun, l'intérêt général et les choix qu'on a à faire collectivement. Puisque cette canicule, me semble-t-il, et tout ce que vous avez rappelé en introduction sur le fait que les moyens baissent, en fait, de s'adapter, ça renvoie à ce qui me semble être, et c'est un éternel sujet de débat avec Lucile, sur nos contradictions à nous Français, dont les politiques ne font que, en fait, un peu refléter les contradictions qui nous traversent, qui traversent la société française. Je prendrai un seul exemple. En 2023, Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz ont fait, à la demande de la première ministre de l'époque, un rapport assez complet, me semble-t-il, qui n'existe qu'au UK, en Europe, l'équivalent, et qui chiffre le coût d'adaptation globale de l'économie au réchauffement climatique sur tous les sujets. Le logement, le transport, l'agriculture, l'industrie, ils ont tout couvert. Et ils disent, pour que ce soit faisable et acceptable socialement, ils chiffrent ça à un investissement de 66 milliards d'euros par an pendant 10 ans, supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait en 2023, dont 34 pour l'argent public et 32 d'investissement privé. Et quand on regarde comment, depuis 3 ans, on est en 2026, comment les finances publiques ont évolué depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis le rapport Pisani-Mahfouz, il n'y a pas 1 euro de plus sur la transition énergétique. En revanche, on dépense 100 milliards d'euros de plus par an. Et sur les 100 milliards d'euros de plus par an, on a 35 milliards de plus pour les retraites, 20 milliards de plus pour la santé. Et la santé, en fait, c'est un certain type de santé, je reviens pas dessus. Et ensuite, un peu pour la défense, etc. Mais pas sur la transition énergétique. Et donc, je vais le dire autrement. Si on avait gelé les retraites depuis 3 ans, l'argent pour la transition énergétique, on l'aurait. Façon Pisani-Mahfouz, c'est-à-dire 35 milliards d'euros par an. Donc, on fait des choix politiques, et on pourrait prendre d'autres exemples, et c'est, me semble-t-il, le reflet de nos contradictions. Et je suis complètement d'accord avec Lucile. La prise de conscience collective n'est pas encore telle qu'on choisit de renoncer à des choses pour faire la transition énergétique. Mendes France disait « gouverner, c'est choisir ». Nous, on choisit pas la transition énergétique. Et peut-être que la canicule va faire changer, mais il en faut peut-être encore d'autres pour que ça devienne une priorité. Et puis, tout dernier sujet, c'est un sujet politique aussi, je pense, au sens philosophique du terme, parce que on a un débat qu'on n'arrive pas à trancher sur au nom de quoi faire de la transition énergétique. Est-ce que c'est pour sauver la planète ? Est-ce que c'est pour sauver le vivant ? Est-ce que c'est pour sauver les espèces animales ? Est-ce que c'est pour sauver l'écosystème actuel ou est-ce que c'est pour sauver les hommes ? Et là, je trouve que tant qu'on n'aura pas tranché cette question-là et qu'on n'assumera pas de dire que c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est pas le vivant tel qu'il est, c'est pas la biodiversité telle qu'elle est, parce que ça a évolué depuis que la Terre existe, c'est-à-dire 4,6 milliards d'années. Ce qu'il faut sauver, c'est le climat tel qu'il est pour que les hommes vivent bien. Et donc, la finalité de l'écologie, c'est l'humain. Et la seule écologie qui tienne, c'est un humanisme. Et là, me semble-t-il, ce qui fait que ça nous divise aussi, l'écologie, c'est qu'on peut avoir le sentiment, dans certains discours un peu militants, que la planète, la nature, les animaux, ça compte plus que les humains. Et donc, c'est la planète qu'il faut sauver et pas les conditions de vie qui rendent la vie humaine telle qu'on la connaît depuis quelques centaines de milliers d'années seulement, ou dizaines de milliers d'années seulement, possible. Et donc, pour que, je terminerai par là, pour que l'écologie remonte au-dessus vraiment de la pile et qu'on soit capable de prendre une partie de notre argent collectif qu'on dépense sur certains endroits pour le mettre sur la transition énergétique, il faut qu'on ait ce débat-là pour se dire la transition énergétique, on ne la fait pas pour les oiseaux, pour les rivières, pour les mers, etc., même si c'est important, ou alors on le fait pour tout ça, mais avec une finalité derrière qui est de préserver les conditions du bien vivre pour les hommes. Lionel Zinsou. Alors, Antoine est extrêmement éloquent sur l'idée de désindexer les retraites et de les baisser. Moi, je me demande s'il ne serait pas plus tactique de dire « Non mais faisons un effort sur l'écologie,
vous ferez un petit sacrifice sur vos retraites parce que vous êtes quand même les premières victimes. Et puis par ailleurs, vous vous occupez de plus en plus de vos petits-enfants qui sont les deuxièmes catégories de victimes. Donc, faire quelque chose en matière budgétaire, Lucile, majeur, c'est quelque chose qui est au bénéfice des retraités et des enfants de bas âge. À mon avis, ça serait, puisque Antoine pense que c'est un grand thème, moi aussi d'ailleurs, de l'élection présidentielle à venir. Donc moi je propose cet angle, c'est-à-dire nous allons certes désindexer vos retraites, mais c'est pour votre survie. Quelque chose comme ça, je pense que ça passera encore mieux et les politiques seront de plus en plus intéressés. Ensuite, dans la vivacité du propos que je partage entièrement de Lucile, on sent quand même quelque chose comme, vous l'avez quand même bien dit, et là, ça va peut-être quand même vous réveiller, et au fond, c'est assez bienvenu comme catastrophe. Et donc, pourquoi ? Parce que là, vraiment, tout le monde comprend. Et on peut dire c'est systémique, mais on peut prendre des exemples. C'est-à-dire les muséums d'histoire naturelle sont obligés de fermer parce que les espèces, les collections ne peuvent plus supporter des visiteurs dans le musée parce que ça ajouterait encore 3 degrés et qu'ils en sont déjà à 36, des choses comme ça. Donc et puis ça veut dire des noyades parce qu'il n'y a pas de protection, et puis ça veut dire la carbonisation des cépages dans les vignes, ça veut dire l'effondrement du rendement de toute une série de productions. Enfin, c'est vraiment systémique au sens où on découvre que ça touche le travail, l'école, l'hôpital, etc. Et c'est bien meilleur comme prise de conscience que de dire... nous, les associations, nous avons prévenu le politique n'a pas fait grand-chose, etc. Et là, il y a quand même en plus la réminiscence de quelque chose qui est assez ancien, 2003. Et on a l'impression quand même qu'en 23 ans, on aurait pu faire quelque chose. Et on a l'impression qu'il n'y a pas plus de protection, pas plus d'adaptation que dans le cas de 2003. Et en 2003, ça a eu des conséquences politiques. Donc, il n'y a aucun doute, je suis d'accord avec vous, que c'est un événement politique. Alors, évidemment, il y avait le moment où le ministre de la Santé avait décidé de ne pas interrompre ses vacances et avait donné une interview, vous vous rappelez peut-être, en polo, sur le thème, au fond, c'est peut-être pas si grave, et puis de toute façon, on s'en occupe. Alors, vous avez cité tout à l'heure 3 ministres. Moi, j'ai découvert... c'est vraiment parce que je suis précisément retraité, probablement, mais j'ai pas réussi, jusqu'à maintenant, à savoir qui était Madame Barbu, qui était Monsieur... Jeanbrun. Non, le ministre du Logement. Oui, c'est ça, Vincent oui, tout à fait. Ouais. Et qui a fait une déclaration formidable sur le thème. Évidemment, c'est une question de justice sociale. Donc, c'était important. Et au fond, tous les partis ont tout d'un coup trouvé que cette citation était majeure. Donc, il devient un personnage important. Donc, M. Mattei avait perdu son poste. Et vous vous rappelez peut-être qu'il y avait eu une mobilisation extraordinaire. C'est le ministre de la Santé n'interrompait pas ses vacances, mais tous les personnels spontanément des hôpitaux qui étaient en vacances, parce que ça se passait en août, dont beaucoup, ceux qui notamment passent leurs vacances pour un long moment aux Antilles, parce qu'ils groupent plusieurs années de congés, étaient revenus spontanément sans que personne ne leur demande. Donc, c'est des moments, comme on les a vécus au début du Covid, où c'est toute la société qui, quand même, beaucoup plus vite que la société politique, réagit. Et je pense que ça fait beaucoup avancer la question de l'adaptation. Alors, on a reproché à la ministre de la Transition énergétique d'avoir dit on a mis trop de moyens sur l'atténuation, c'est-à-dire baisser les effets, les émissions des gaz à effet de serre. Et c'est vrai que la France est le pays le plus décarboné d'Europe. C'est vrai que si on s'en tenait aux 6 tonnes par habitant en France, il n'y aurait pas de réchauffement climatique, parce qu'on est 7 fois moins important en termes d'émissions par habitant que la Chine ou les États-Unis, pour ne pas parler des pays du Golfe. Bon.
Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des efforts considérables sur le temps long, et notamment la position des écologistes est devenue extraordinaire sur le nucléaire, quand même, où ça devient une trajectoire. L'idée, ce serait quand même de réduire. C'est-à-dire un peu la même rhétorique que le déficit public. En fait, c'est une trajectoire sur plusieurs années, c'est une orientation. Donc, je me suis dit, en écoutant Madame Batho, c'est extraordinaire. Là, c'est très politique sur les changements chez les Verts. Mais non, ce qui moi, m'inquiète, en fait, c'est que les meilleurs, dans l'effet politique, c'est quand même le Rassemblement national et même l'UDR. Alors, l'UDR, ça aussi, vous pouvez pas ce que c'est probablement, mais c'est le petit parti allié de M. Ciotti, qui fait des nuances sur le Rassemblement national. En tout cas, c'est eux qui se sont vraiment, avec des chiffres totalement, imaginaires, sur le plan climat, parce que c'est au minimum 20 milliards pour commencer, parce qu'il faudrait intervenir dans tous les bâtiments publics et toutes les écoles, les hôpitaux, etc. Mais quand même, c'est eux qui, faisant effectivement la pirouette qu'évoquait Antoine, sur le fait qu'ils ont changé complètement et qu'ils ajoutent donc un nouveau thème qui va être populaire, qui en tout cas est tout à fait populiste, et qui pour l'instant, c'est quand même eux qui ont remporté probablement la palme de la réaction, même si on est complètement dans l'imaginaire. Mais ce qui m'ennuie, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de services publics sur lesquels les gens attendent qu'on gère autrement. Lucille, vous disiez, c'était au fond le signe que socialement, il y a vraiment énormément de choses qui ne sont pas gérées convenablement. Il y a eu une circulaire incroyable la semaine dernière du ministre de l'Éducation nationale sur le thème « Bien que le lundi et mardi, on craigne d'atteindre des sommets en termes de chaleur, l'obligation de mettre ses enfants à l'école reste entière. » Il se trouve que, vous savez, c'est pénalisé maintenant. Si vous déscolarisez pour une journée, vous avez une amende. Bon, tous les enseignants que je connais, des gens qui font des enfants, leur ont dit naturellement, surtout, gardez les enfants chez vous. Parce que la veille, on avait plusieurs enfants par classe avec 40 de fièvre et certains qu'il fallait conduire à l'hôpital à cause de convulsions. Donc, bon, ça a été supprimé le lundi matin, mais c'est dire combien, au fond, on gère mal beaucoup de services publics sans que l'expérience de l'usager soit vraiment prise en compte. Et je crains que ça devienne, en fait, une des raisons importantes de voter pour les populistes et pour le Rassemblement national. Parce qu'ils vont nous faire ça pour l'hôpital, sur les défauts de l'école, sur la non-préparation devant une catastrophe naturelle comme celle-ci. Et je pense que c'est peut-être des thèmes plus forts pour la population et qu'ils l'ont parfaitement capté que la géopolitique et peut-être même le grave problème de la dette et de son coût. Et je pense que là, ils ont trouvé un chemin qui va continuer leur ascension. Oui, sur ce type de raisonnement administratif, il y en a un à Paris sur les toits en zinc, qui sont la règle à Paris. Donc, s'ils étaient peints en blanc, ça pourrait permettre de réfléchir à la chaleur et donc de diminuer, etc., sans avoir à faire des logements, sans des travaux compliqués, sans avoir à installer des appareils qui pourraient défigurer les façades. Mais sur ce plan-là, l'administration reste absolument de marbre. Les zincs, c'est les zincs. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce que je trouve intéressant dans notre discussion, c'est qu'on voit qu'on a une organisation sociale administrative qui, brusquement, ne correspond plus à la réalité de la vie. Et ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la vie politique est renvoyée à la matérialité de l'existence, sans vouloir faire trop de philo. Et du coup, il y a un sujet sur le corps, les enfants qui se trouvent mal, les vieux qui meurent plus vite, et puis
ceux qui sont entre les deux, qui sont submergés par la chaleur, certes, mais aussi par les obligations de soins, comme ça a été rappelé. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut rappeler le Covid, au sens où brusquement, certaines qualités de la société, comme on dit le care en très bon français, en tout cas le soin, revient au centre du jeu. Et ça, c'est un point essentiel parce que, au fond, l'idée d'organiser le monde d'après qui avait été évoquée pendant le Covid, on a tout dit, on avait dit ça, et puis finalement, le monde d'avant est revenu en force. Sauf que là, brusquement, le monde d'après se rappelle à la nécessité d'exister pour nous, et que, brusquement, on se dit, tiens, ceux qui sont des dirigeants politiques, ceux qui se présentent à nos suffrages, devraient pouvoir organiser un avenir, une pensée de l'avenir. Dans le même temps, comme le rappelait Lionel, il devrait pouvoir organiser ce qu'on pourrait appeler une écologie populaire, qui est un truc après lequel on court depuis 2018 et le mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, Emmanuel Macron avait fait un très beau discours. Jean-Luc Mélenchon avait fait un aussi beau discours, tous les deux employant cette expression d'écologie populaire. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que d'une certaine manière, l'écologie populaire, elle va se résoudre à l'idée de chacun un climatiseur employé par le Rassemblement national, alors qu'on sait très bien que c'est pas ça le sujet, que le principal sujet, c'est une sorte de réorganisation structurelle du logement, des mobilités, etc. Mais sauf que quand on dit ça, on se dit, tiens, là, il est en train de m'enfumer, parce qu'au fond, ce qui compte, c'est ma vie quotidienne. Donc, comment est-ce qu'on organise quelque chose qui relève à la fois de la vie quotidienne au sens politique du terme, et puis par ailleurs une pensée de l'avenir. Et là-dessus, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la question de ceux qui sont jeunes, puisqu'aujourd'hui, ça a été les premiers, par exemple, si vous êtes étudiant, vous êtes justement sous les toits en zinc, vous êtes dans une chambre de bonne surchauffée, mal isolée, une bouilloire. Enfin, tout le monde n'est pas dans une bouilloire thermique, et ça dépend souvent de votre richesse, de votre âge, de votre statut social. Donc, et là-dedans, il y a quelque chose qui remonte sur la façon dont nous maltraitons les jeunes, et pas seulement avec la question des retraites dont Antoine nous le rappelle régulièrement, c'est essentiel, mais aussi tout simplement dans la matérialité de l'existence. Quand vous travaillez aujourd'hui avec des jeunes, ils vous disent il faisait 40 dans mon logement, j'ai pas pu dormir, on appelle les parents à la rescousse, on cherche des climatiseurs. Enfin, il y a quelque chose de l'injustice sociale qui brusquement se dévoile, une injustice sociale larvée, mais qui au fond pose une question. Il y a là-dedans un vide béant pour l'ensemble des partis politiques. On observe des bougées, comme on dit, c'est-à-dire que par exemple Dominique Villepin a dit qu'il était pour la taxe carbone et trouvait ça intéressant. Je me suis dit, est-ce que c'est une déclaration de circonstance ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des convictions qui vont brusquement ressurgir. Et je voulais rappeler une chose par rapport au rapport Pisani-Ferry-Mahfouz dont parlait Antoine, c'est qu'il y a peut-être 35 milliards d'argent public, mais il y a, si je ne me trompe pas, 65 milliards d'argent au total. Et donc, il y a l'idée d'une mobilisation de l'argent privé dans le rapport Pisani-Mahfouz. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui renvoie chacun à sa responsabilité et pas seulement à la responsabilité des gouvernements. Antoine Fouché. Oui, je pense que le sujet, c'est... Enfin, l'un des principaux sujets, c'est l'écologie populaire, comme vous venez de le dire tous les deux, parce que on peut lire aussi le retournement du Rassemblement national comme quelque chose d'accablant aussi pour la majorité au centre, parce que ils arrivent en prenant le sujet d'une certaine manière, on peut appeler ça populiste si on veut, mais à parler d'écologie à hauteur d'homme pour la rendre souhaitable. Alors bien sûr, la climatisation, c'est pas la solution pour tout, etc. Mais ils arrivent à rendre à l'occasion d'une crise matérielle, pour reprendre le terme de Lucie, le sujet en rendant l'intervention politique pour résoudre cette question-là importante. Et ça, c'est un truc qu'on n'a quand même pas réussi globalement à faire depuis une dizaine d'années en laissant, dans la manière d'en parler, appréhender ou sentir le sujet comme quelque chose de technocratique ou de boboisant. Alors que c'est tout sauf ça. C'est évidemment, pour toutes les raisons qu'a rappelé Lucille avant, c'est d'abord un sujet aussi de justice sociale, parce que le réchauffement climatique, c'est les gens qui ont le moins d'argent qui vont le plus en souffrir. Pareil pour les entreprises, pareil pour toutes les activités économiques. Mais je trouve que c'est assez accablant de voir que depuis 10 ans, on n'arrive pas, même dans l'expression, même dans la manière d'en parler, à faire de l'écologie populaire. Et il faut un peu Yaka Faucon, mais c'est un défaut, me semble-t-il, qui est que dans la conception même des politiques publiques, et c'est plus, je pense, fort en France qu'ailleurs, on ne parle pas et on ne part pas à hauteur d'homme, c'est-à-dire on ne conçoit pas les politiques publiques en se mettant à la place des personnes pour lesquelles elles sont conçues et en disant qu'est-ce qu'on va construire pour que tel et tel type de personne, dans tel et tel type de situation, ait une solution. On part de
de grandes considérations. Et ensuite, l'intendance suivra. C'est-à-dire, l'exécution devra arriver dans l'ensemble des territoires, etc. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire, notamment sur l'écologie. On part du bas. On part du terrain et ensuite on conçoit les politiques publiques à partir de ça. Et dernier mot sur la justice quand même, parce que la taxe carbone, je trouve, c'est typique de ça. C'est-à-dire que oui, on sait que les incitations fiscales ont des effets et donc ça diminuerait la consommation d'essence. Mais comment peut-on défendre encore une taxe carbone maintenant, je veux dire d'un point de vue de la justice sociale, alors que le kérosène des avions est totalement détaxé ? Je veux dire, du point de vue, je ne suis pas pour mettre des taxes partout, mais je veux dire, demander à des personnes qui ne peuvent pas faire autrement pour aller travailler, pour vivre, que de prendre leur voiture et de payer une taxe supplémentaire, alors que on peut prendre l'avion pour être obligé de travailler, mais c'est aussi souvent plus pour le loisir. Et là, il n'y a pas de taxe. Il y a quand même quelque chose d'une injustice sociale très forte. Et donc, l'écologie qui passe par la fiscalité, elle est nécessaire, mais elle suppose vraiment une grande explication entre nous, de répartition des efforts en fonction du niveau de revenu. Lionel Zinsou ? Alors, je suis, comme d'habitude, en fait, entièrement d'accord avec Antoine. Sauf peut-être sur quelques éléments rhétoriques. Les politiques publiques qui commencent par le bas, c'était une expression de quelqu'un qui est par ailleurs très très honorable, M. Raffarin. Je te rappelle qui voilà. Du terrain. Oui, oui, ça c'est une meilleure expression. Aujourd'hui, je ne veux pas donner des conseils pour gagner les élections en 2027, mais les politiques commençant par le bas. Alors, on dit ça aussi en Afrique. On parle des dirigeants en disant les en haut des en haut, si vous voulez. Alors, génial. Le thème, c'est quand même, je crois qu'effectivement, les en haut des en haut, mais peut-être un peu moins les dirigeants du Rassemblement national en ce moment, sont quand même assez loin de l'expérience des usagers. Et l'expérience des usagers, c'est assez secondaire, en fait. Et même quand on a 20 ans entre deux épisodes catastrophiques pour agir, pour se préparer, en fait, on ne les utilise pas. Mais quand même, je reste sur l'idée que ça rend la conscience collective vraiment universelle. C'est systématique parce que tout le monde est systémique, parce que tout le monde ne vous parle que de ça quand vous croisez quelqu'un dans la rue, quand vous montez dans un moyen de transport, tout de suite. Et donc, je pense que ça va quand même faire un progrès non négligeable, parce que, si vous voulez, même la conscience des 4 degrés, je crois que très peu de gens en étaient conscients. Pourtant, dès la COP 21, oui, on parlait d'1,5. Est-ce qu'on va atteindre 1,5 ? Bon, maintenant, il est acquis qu'on va dépasser 1,5. Mais ça, c'était un calcul moyen mondial. Et dès la COP 21, à Paris, dès le traité de Paris, mais je pense qu'à Paris, personne n'avait compris, le 1,5 moyen se traduisait en 2100 pour la France à 4. Donc, là, on vient d'expérimenter dans 70 départements, qu'est-ce que ça fait ? Plus 4. Et donc, c'est enfin une représentation du futur. Et là, probablement, quand même, la conscience de que ça doit être une politique publique très importante. Et c'est en 2019 que Jean-Paul Pisani avait fait la note sur le chiffrage. Et puis ensuite, il y a eu le rapport commun. Donc, 2019, on avait quand même tout écrit sur le coût et sur le caractère complètement transversal de toutes les activités sociales et économiques et culturelles et sportives, enfin dans tous les domaines. Mais c'était beaucoup moins perçu, évidemment, que là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est le petit bénéfice d'une catastrophe. Merci. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui du Brexit, 10 ans après son adoption par la Grande-Bretagne. À la veille donc de ce 10e anniversaire, Keir Starmer a été contraint à la démission 2 ans à peine après une nette victoire électorale et son arrivée au 10 Downing Street. Si la décision prise le 23 juin 2016 par une majorité, 51,9%, des électeurs britanniques de quitter l'Union européenne n'est pas directement la cause de la disgrâce de M. Starmer, elle a contribué à créer un climat économique et politique dégradé.
Les études sur l'impact du Brexit sur l'économie vont toutes dans le même sens. Celle publiée en novembre 2025 par le National Bureau of Economic Research, un groupe de réflexion américain, a estimé, je cite, qu'à la date de 2025, le processus du Brexit a réduit le PIB britannique de 6 à 8%, l'investissement de 12 à 18%, l'emploi de 3 à 4% et la productivité de 3 à 4%. D'après un récent sondage du think tank European Council on Foreign Relations, les Britanniques estiment que le Brexit a eu un impact négatif sur presque tous les sujets. Le coût de la vie, ils sont 66% à le penser, l'économie, 65%, les perspectives des jeunes, 57%, ou l'immigration clandestine, 56%. Interrogé sur les effets positifs du Brexit, la réponse la plus souvent donnée par les Britanniques est « je ne sais pas ». Dans ce contexte, les termes de Britain ou de Bre-Union ont surgi ces dernières semaines. Une majorité de Britanniques, 55%, se déclarent favorables à un retour de leur pays dans l'Union européenne, quand un tiers, 34%, s'y opposent d'après YouGov. Toutefois, les Britanniques favorables à un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne tomberaient à 35% si le pays ne pouvait plus bénéficier de ses dérogations antérieures et devait donc adopter la monnaie unique et participer à l'espace Schengen. Un retour à l'Europe des 28 ne semble donc pas se dessiner. Bruxelles et Londres avancent plutôt depuis plusieurs mois vers un rapprochement. Un sommet entre les deux parties doit avoir lieu le 22 juillet prochain dans la capitale européenne. Ce serait le deuxième, après un précédent tenu en mai 2025. Le flou entretenu par les Brexiters concernant le régime qui suivrait la sortie de l'Union européenne a été pour beaucoup dans le chaos de l'après-23 juin, et notamment la succession rapide de 6 premiers ministres en moins d'une décennie, et surtout le Brexit a ouvert un boulevard à une extrême droite contre laquelle on avait imaginé que le Royaume-Uni, avec son bipartisme, était vacciné, mais la figure de proue de cette extrême droite est Nigel Farage, le chef avant le référendum de 2016 du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni et aujourd'hui le patron de Reform UK, parti actuellement en tête des sondages britanniques. Sur cette question, Antoine Fouché. Oui, merci Philippe. Je voudrais juste faire 2 remarques sur ce sujet. La première, c'est qu'il me semble que 10 ans après, si on essaye de faire un bilan objectif sur le Brexit, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Alors ça contraste un tout petit peu avec la présentation que vous avez faite, mais qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est que quand on reprend les déclarations des plus fervents partisans du Remain ou des plus fervents partisans du Leave, les deux se sont trompés. C'est-à-dire, y compris les Remain se sont trompés. En prédisant une catastrophe qui n'a pas eu lieu. Sur le Leave, les promesses des Brexiteurs n'ont pas été tenues. Il y en avait 2, essentiellement celles qui, d'après ce qu'on peut lire, ont eu un caractère décisif sur le vote. C'est le take-back control sur l'immigration. Et là, pour le coup, c'est pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont substitué une immigration extra-européenne à une immigration intra-européenne. Et on voit en Grande-Bretagne les scènes de quasi-guerre civile qu'il y a ces dernières semaines montrent que 10 ans après le Brexit, là pour le coup, ça n'a pas conduit du tout à apaiser les choses et à limiter les entrées et à du coup redonner un sentiment de maîtrise et de civisme et de civilité à l'intérieur du pays. Et pareil sur la promesse du bus rouge qui se baladait partout en Angleterre pour dire avec le Brexit, on aura 350 millions de livres par semaine en plus pour le NHS. Et le NHS n'a pas vu le début d'un commencement d'argent. Mais du côté du Remain, il y a eu la catastrophe économique annoncée n'a pas eu lieu non plus. C'est-à-dire qu'on avait dit c'en est fini de la City de Londres, qui était la première place financière d'Europe depuis 2 siècles. Elle est toujours, 10 ans après, la première place financière d'Europe. Elle était moins investie que New York, mais c'est en raison de l'IA qui est davantage, et de la tech qui s'est davantage développée aux États-Unis. C'est un phénomène européen et pas un phénomène UK. Tous les traders banquiers qui font une partie de la richesse de Londres devaient partir. Il y en a 10 000 qui sont partis seulement. Alors, c'est 10 000 de trop, du point de vue anglais, mais c'est 10 000 sur les 250 000
qui existent. Et puis, il y a les chiffres de ce que aurait dû être la croissance. Mais moi, les économistes là-dessus, quand ils font de ce que ça aurait dû être si ça avait été autrement, ça me fait toujours penser à la phrase de Churchill qui dit « Je crois aux statistiques que quand c'est moi qui les ai truquées ». Et je trouve que là, pour le coup, ce qu'il faut regarder, c'est non pas ce que ça aurait dû être si on avait dit ce que les économistes avaient dit qu'il fallait faire, mais ce que ça a été. Et quand on regarde ce que ça a été, la croissance du Royaume-Uni depuis 10 ans, c'est la même que la France. C'est la même. Donc, avec le Brexit, on peut dire sans le Brexit, ils auraient fait mieux. Mais enfin, ils ont fait la même chose. Ils ont fait 2 fois plus que l'Allemagne et mieux que l'Italie. Donc, ça, depuis 10 ans. Donc, c'est pas une catastrophe économique et ça peut me faire de la peine de le dire, mais on est obligé de le reconnaître intellectuellement. Et donc, la fin de la première remarque, c'est que ça relativise quand même beaucoup l'importance de la politique. Ça fait très bizarre de dire ça ici, mais c'est que ça change pas grand-chose en fait au destin des Britanniques. 10 ans après, quand on regarde ça, me semble-t-il, ça n'a pas changé tellement grand-chose à leur trajectoire économique, pas tellement grand-chose à leur trajectoire culturelle. Est-ce que ça a changé grand-chose à la trajectoire politique? Ils sont en train de se demander est-ce qu'on revient pas. Ils sont un peu dans la même situation que sur le dernier demi-siècle ou avant d'entrer dans l'Union européenne où ils se demandaient s'ils allaient s'ils allaient venir ou pas. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque, qui est que je pense que dans les décennies qui viennent, ce qui compte, c'est pas du tout en Europe la manière de faire, mais ce qu'on fait. C'est pas le comment faire, mais quoi faire. Parce que le comment faire, c'est un peu là-dessus qu'on se focus en Europe avec les procédures, les règles de vote, les négociations, etc. Mais ça, c'est totalement secondaire avec le fait de faire. Et le résultat compte beaucoup plus que le reste. Et la preuve, c'est que les Anglais ont remis au goût ont re-signé un partenariat pour faire de l'Erasmus. Et sur des choses plus importantes, pardon de le dire comme ça, ils sont l'un des partenaires les plus importants de la coalition des volontaires pour aider l'Ukraine. Et ils le font en dehors de l'Europe. Et donc, ce qu'on a à faire sur l'IA, ce qu'on a à faire sur la tech, ce qu'on a à faire sur la transition énergétique, ce qui compte, c'est de le faire. Et qu'on le fasse avec des procédures actuelles, des procédures nouvelles, qu'on le fasse avec les Anglais ou pas, ce qui compte, c'est de le faire. Et je pense que, pour moi, l'une des grandes leçons, en fait, du Brexit, ce qui compte, c'est l'action, c'est les décisions, et ensuite, les processus institutionnels, en fait, quand on regarde, me semble-t-il, 10 ans après, c'est symbolique, donc c'est important, mais c'est secondaire sur la vie des gens. Lucile Schmitt. Oui, moi, ce que je retiens du Brexit 10 ans après, c'est que ça a été l'entrée dans les fake news, dans le fait que, au fond, notre vie démocratique et justement l'argumentation du débat public a commencé à devenir... a commencé à se décomposer. Moi, je me rappelle de cette campagne où, par exemple, une des fake news, c'était que l'Union européenne empêchait le recyclage des sachets de thé. Il y avait certes le bus avec les 350 millions du NHS au quotidien, mais ça a été... Hebdomadaire, quand même. Oui, pardon, hebdomadaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a, au fond, ouvert les vannes d'un délire. Et que le délire a commencé à faire partie de la vie politique, de la vie démocratique. Et je pense que ça a été une étape, presque un point originel en Europe sur ces sujets-là. Donc, je dirais qu'on vit encore sous le règne, on vit encore cette décomposition du débat démocratique que le Brexit a entraîné. Et on voit comment cette décomposition nourrit l'extrême droite, y compris dans un pays qui a toujours été présenté comme un pays du régime parlementaire, de la modération, de la capacité à structurer du débat, etc. Et c'est venu du Royaume-Uni, et je pense que c'est un point important. La deuxième chose qui me semble essentielle et qui va de pair avec ça, c'est que combien défendre l'appartenance à l'Union européenne dans le cadre de procédures présentées comme démocratiques, qui sont des procédures référendaires. Rappelons-nous de ce qui s'est passé en 2005. Donc 2016, c'est un écho aussi à 2005, avec ce qui s'est passé en France autour du refus de rester dans l'Union européenne, au motif qu'au fond, cette constitution qui nous était présentée ne représentait pas quelque chose qui pouvait être compris par l'ensemble des citoyens. Donc cette difficulté à faire entendre dans une société de plus en plus polarisée et dans lequel, au fond, le slogan, l'absence de règles du jeu lorsqu'il s'agit de structurer le débat public, interdit de comprendre la complexité de documenter, au fond, ce qui est en train de se passer. Donc ça me semble être un point essentiel. Et puis par rapport à la question de l'extrême droite, combien la question migratoire est aujourd'hui, qui est en fait symbolique, pour le coup métaphorique, de la relation au reste du monde. Combien la question migratoire permet effectivement à l'extrême droite, partout, de structurer ce qui relève
on l'a dit, d'un mensonge par rapport à la réalité de la vie. C'est-à-dire que quand tu dis, au fond, ce qui l'emporte, c'est la décision, etc., certes, mais là, Nigel Farage, il caracole, et donc il caracole sur du fantasme. Donc on est dans une situation où le sujet, c'est certes la décision, ce qui se fait réellement, mais c'est aussi comment le débat qui précède la décision peut renvoyer déjà à la réalité. Et comment, aujourd'hui, le débat politique est totalement dans l'ordre de l'irréalité et permet à des marchands d'illusions de gagner les élections. Ça existe au Royaume-Uni, ça peut exister en France. Giorgia Meloni, une fois qu'elle a eu gagné en Italie, a d'une certaine manière remis de la réalité dans ses décisions, et donc elle n'est même plus vraiment qualifiée d'extrême droite, et je pense qu'elle avait apparemment une capacité à revenir dans la réalité que n'aurait pas le Rassemblement national. Orban a été battu, donc on est aussi dans des cordes de rappel, et ça c'est intéressant, mais essayons de voir comment l'articulation se fait entre les campagnes électorales et la réalité ensuite de la pratique politique. Ça me semble être un point essentiel. Je terminerai juste en disant que lorsque Andy Burnham est élu député, et donc il va sans doute remplacer Keir Starmer, il est aussi, lui, face au défi particulier qui est posé aux socialistes aujourd'hui, justement, de structurer un discours qui enclenche avec la vie des gens. Et il me semble que lorsqu'on est de gauche, lorsqu'on est particulièrement socialiste, on veut exercer le pouvoir, la question qui est posée à l'ensemble de la classe politique est plus particulièrement posée aux socialistes. Lionel Zinsou. Oui, alors, les élections sont quand même assez loin. D'autant plus qu'elles pourraient avoir lieu plus tard, en fait, puisqu'il n'y a pas comme vous savez, d'obligation à un moment quelconque de retourner aux élections. Donc, on a 3 ans. Le parti travailliste est complètement installé avec un raz-de-marée, une majorité considérable. Donc, la crise associée à la démission du Premier ministre est quand même un peu, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Philippe, un peu dissociée quand même du 10e anniversaire qui coïncide à peu près avec la démission. Keir Starmer, il a eu plus de problèmes avec le parti à l'intérieur dans sa dissension avec celui qui va probablement lui succéder, M. Burnham, beaucoup plus de problèmes avec le scandale Epstein et sur la nomination de Peter Mandelson, en toute connaissance des liens avec un certain nombre de scandales, dont celui d'Epstein et la trahison d'un certain nombre d'informations classées, défense ou des délits d'initiés à l'échelle de la planète. Enfin, ça, c'est pas forcément pardonné en Grande-Bretagne. Peut-être c'est acceptable dans d'autres démocraties, mais en Grande-Bretagne, malgré tout, c'est difficile. Donc, c'est 2 choses distinctes. Le parti travailliste a peut-être quand même une chance avec un leader plus charismatique. Il a fait un travail assez remarquable, notamment le parti travailliste avait beaucoup baissé pour des raisons un peu complexes, étant notamment devenu un peu antisémite, enfin des choses qui étaient vraiment en rupture. Il a fait un travail assez considérable, mais... Pour faire écho à ce que disait Antoine, moi je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas d'échec majeur du Brexit, il y a une déception, sur les résultats, et les résultats, comme tu l'as dit, c'est quand même par rapport à ce que ça aurait pu être, donc c'est une analyse contrefactuelle. Alors, c'est très bien pour faire de l'histoire, par exemple. S'il n'y avait pas eu les chemins de fer, est-ce qu'on aurait eu la même croissance entre 1850 et 1914 ? Bon, c'est une technique qui est très intéressante. Donc, on enlève des modèles, les chemins de fer. Bon, c'est quand même... il vaut mieux faire ça sur de l'histoire que sur de la prospective, parce que c'est quand même pas extrêmement robuste. Bon, donc, au total, ça n'a pas manifestement dégradé considérablement l'économie britannique. En revanche, il ne faut pas qu'on lise systématiquement la situation britannique comme quelque chose qui nous permettrait de tirer des leçons sur le continent. Parce que on a l'impression que maintenant les Britanniques sont déçus en majorité, préféreraient que ça n'ait pas eu lieu. Mais pourquoi ? Parce que
ceux qui ont voté pour le Brexit considèrent que c'était un vote très, 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 très adéquat et qu'il a été très mal géré, mais que quelqu'un de beaucoup plus extrémiste, et Farage là se propose, aurait fait mieux. C'est-à-dire, l'idée, c'est on a trahi le Brexit en n'étant pas capable d'atteindre les résultats parce que les conservateurs n'en étaient pas capables. Donc vous voyez, c'est quand même curieux. Et ça ne veut pas dire mécaniquement revenons à la situation ex ante. Et Antoine a raison de dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose en matière économique comme échec parce qu'ils avaient déjà tellement d'exceptions par rapport aux règles européennes et que au fond, grosso modo, Starmer est parvenu à passer toute une série d'accords, parce qu'il a fallu longtemps entre le vote de 2016 et en fait la régulation de la relation avec l'Union européenne. Et donc, ils sont en réalité restés très proches des normes et des politiques publiques et de programmes communs avec l'Union européenne. Donc, ils n'ont pas changé tant que cela par rapport à quelque chose qui n'était pas la condition moyenne d'un pays de l'Union européenne. Lucile Schmitt. Il ne s'est pas passé Lucile Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble important quand même à rappeler, c'est que, bon, d'abord, 5 points de PIB, je ne vois pas en quoi c'est totalement négligeable. Et puis, la deuxième chose, c'est... Non, mais ils n'ont pas perdu ça. Bon, voilà, enfin, en tout cas, là-dessus, il y a une discussion très forte chez les Britanniques et il semble que la plupart des analyses convergent vers l'idée des 5 points de PIB. Et puis, je voulais parler des jeunes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement de Keir Starmer a refait Erasmus avec l'Union européenne? Tout simplement parce qu'il y a un sujet sur les jeunes en Angleterre. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'avenir. Lorsqu'on est un jeune Britannique, le fait d'être coupé du continent, c'est un vrai problème. Et donc, ça a créé un sentiment. Enfin, c'est comme s'il y avait une espèce de dépression larvée, quand même. Vous avez tout à fait raison, Lionel, de dire, au fond, c'est très ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent si Nigel Farage l'avait fait, ça aurait été mieux, certes, mais enfin, ça veut dire qu'ils sont restés au milieu du gué et que 10 ans après, lorsqu'on est un jeune Britannique, on est dans un sentiment où l'avenir est beaucoup plus noir, beaucoup plus obscur, beaucoup moins ouvert sur le monde qu'il ne l'était lorsqu'on appartenait à l'Union européenne. Antoine Fouché. Oui, 2 points très rapidement. Le fait que le Brexit, qui est contemporain en fait de l'élection de Trump, c'est-à-dire au milieu des années 2010, c'est là où la boîte de Pandore de la fake news généralisée s'ouvre. Je pense que, je ressens aussi ça à peu près de la même manière. Et de ce point de vue-là, c'est très très dommageable et à long terme, à court terme et à long terme. Et le deuxième sujet, pour poursuivre en 30 secondes la discussion sur l'immigration, et le problème dans lequel est confronté les Britanniques, c'est une question que je pose, mais est-ce qu'elle est tant liée que ça au Brexit? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le Brexit, est-ce qu'ils auraient pu limiter davantage l'immigration extra-européenne? Est-ce qu'ils auraient voulu le faire? Parce qu'ils ont, l'Angleterre ou les Britanniques, la Grande-Bretagne, a le même problème que l'ensemble de l'Europe occidentale et en fait même de toute l'Europe et en partie de l'Occident, qui est le vieillissement et qui fait donc que l'immigration est une nécessité économique, pas absolue évidemment, mais une nécessité économique si les gens, la majorité des gens, ne veulent pas travailler plus longtemps ou beaucoup plus longtemps. Et donc, et peut-être plus longtemps pendant l'année et pendant la vie. Et donc, il me semble que c'est cette contradiction-là démocratique que les Anglais, comme nous, comme les Allemands, etc., n'ont pas tellement résolue, qui fait qu'ils se retrouvent là-dessus. Et puis, le dernier sujet, c'est quand même leur modèle communautariste, me semble-t-il, qui est aussi mis à l'épreuve. Je ne dis pas que le modèle français plus laïque fonctionne beaucoup mieux. Il faut faire très attention à tirer des conséquences de principe de situations conjoncturelles. Mais enfin, quand même, la coexistence des communautés qu'ils ont organisées sur leur île, me semble-t-il, en tout cas, elle mérite d'être questionnée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'elle a plutôt opposé, me semble-t-il, une partie des communautés les unes aux autres, plutôt que de créer un vivre ensemble. Oui, juste moi je suis frappé par le fait que ce communautarisme a quand même permis quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce ne sera pas la prochaine première ministre, mais en tout cas la responsable, la chef de l'opposition, à la tête du Parti conservateur, elle n'est pas de très loin de chez moi. Mais je veux dire... Pas en Normandie. Non, pas en Normandie. Un pays Yoruba, elle s'appelle Kemi. Et parmi les conservateurs les plus hostiles aux migrants,
il y a beaucoup de ministres conservateurs dans le passé qui étaient quand même plutôt indiens ou indiens du Kenya, etc. Et donc, c'est une société qui est quand même pluraliste d'une façon qu'on ne pourrait pas vraiment imaginer dans un pays qui n'est pas communautariste, la France. C'est un peu un paradoxe. Se trouve, je ne dis pas ça uniquement pour me vanter, mais que j'ai été nommé membre du Conseil franco-britannique il y a fort longtemps. Chez la première réunion, un coup ça se réunit à Paris, un coup à Londres. La première réunion, c'était à Foreign Affairs. Il y avait une grande table en acajou, d'un côté les Français, de l'autre côté les Britanniques. Du côté des Britanniques, il y avait un vieux lord écossais que je connaissais par ailleurs, magnifique ivrogne, sympathiquissime. À côté de lui, il y avait un Ghanéen d'origine. De l'autre côté, il y avait un Gallois. Un peu plus loin, il y avait peut-être un Béninois, en tout cas. Un peu plus loin, il y avait un Sikh. Un peu plus loin. Et du côté des Français, il y avait un Normalien, un Énarque, un énarque et moi. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en faisant une recommandation. C'est même pas une recommandation, c'est juste je donne une information. Tous ceux qui ne l'ont pas eu vont, je pense, en faire leur miel. C'est que Ken Burns, le formidable documentariste à qui on doit une histoire de la guerre de sécession que Arte avait diffusée et qui est un formidable travail d'historien et de cinéaste, avec un rythme dans ses documentaires qui sont toujours extrêmement précieux. Là, c'est à la Révolution américaine qu'il s'est intéressé, et c'est aussi Arte qui diffuse les différents épisodes de ce formidable documentaire, de ce formidable documentariste, Ken Burns, Histoire de la Révolution américaine. Lionel Zinsou. Moi, je conseillerais volontiers à tout le monde d'aller au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, parce que c'est le 20e anniversaire. Et c'est le 4e par la fréquentation des musées de Paris. Le Louvre, qui est la plus grande fréquentation au monde, suivi de Beaubourg, suivi, quand c'est ouvert, et suivi d'Orsay. Mais c'est encore que 1 300 000 visiteurs. Le Louvre, c'est plutôt 11 millions. Donc, il y a quelque chose à faire au bénéfice des cultures non occidentales. Et c'est quand même un très grand succès populaire. Mais je pense que c'est intéressant de voir que c'est devenu vraiment un instrument d'échange entre des pays qui ont eu un passé un peu compliqué, par exemple impérial d'un côté, colonisé de l'autre, et ça a été notamment sur la restitution des pillages qu'on a pu observer en Asie ou en Afrique, quelque chose qui a été quand même un rapprochement assez important entre l'Occident. L'Europe a suivi d'ailleurs sur la restitution des œuvres d'art la France. Et là, il y a une équipe d'anthropologues, de muséologues qui est tout à fait exceptionnelle. Alors ça se voit dans les expositions. Les plus marquantes ont été sur l'Amérique latine, par exemple. Mais pour l'Afrique, ça a été un travail aussi scientifique majeur. Donc voilà, je voulais célébrer les 20 ans et suggérer d'y aller en masse. Et en plus, c'est climatisé. Et il y a un parc. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais recommander la lecture de ce livre qui était paru en 2023 de Christian de Pertuis, Carbone fossile, carbone vivant, qui est ressorti cette année. C'est très intéressant parce que donc, Christian de Pertuis, c'est un économiste qui a créé la chaire d'économie du climat à Dauphine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, il est spécialiste plutôt de la transition énergétique. Et pour faire écho à ce que disait Antoine sur la question des animaux, de la biodiversité, etc., en fond, il fait la relation entre le carbone fossile et ce qu'on appelle le carbone vivant, qui sont les forêts. Et donc, par rapport à tes interrogations, Antoine, il montre très bien que le sujet, c'est le relationnel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, les êtres humains ne sont pas séparés de la forêt, du sol, de la nature, etc. Nous sommes dans un relationnel. Et en tout cas, ce qui est passionnant sur le plan économique dans le bouquin de Christian de Pertuis, c'est qu'il explique bien que la difficulté à organiser la transition énergétique, elle est liée au fait qu'il faut modifier le raisonnement économique. Il y aura toujours trop de pétrole, trop de gaz, trop d'énergie fossile. Et donc, le sujet, c'est d'organiser la possibilité du désinvestissement, du renoncement en économie, ce qui, évidemment, ne fait pas partie du raisonnement sur la croissance, ni sur le progrès. Donc, il explique comment est-ce qu'on peut installer cette économie des limites. Et surtout, après, il fait le lien avec ce carbone vivant, en montrant comment c'est par le biais de la préservation de la biodiversité que nous réussirons réellement à lutter contre le dérèglement climatique, parce qu'aujourd'hui,
vous le savez, nos forêts elles ne sont plus des puits de carbone comme elles l'étaient il y a encore 25 ans, parce qu'elles sont en déshérence, parce que les arbres sont en train de mourir, et qu'il en vient à des choses très microéconomiques. C'est l'explication, par exemple, par rapport à l'évolution des comportements, sur la question de la modification du régime alimentaire. Et donc, il y a aussi des choses très fortes sur le modèle agroécologique qui, alors que c'est devenu le point de fixation des prochaines échéances électorales. C'est que va-t-on faire des agriculteurs ? Comment est-ce qu'on fait bouger la société là-dessus ? Donc un livre assez passionnant et assez précis. Antoine Fouché. Oui, comme c'est bientôt les vacances, c'est aussi l'occasion d'avoir des lectures peut-être un peu plus longues, voilà, et peut-être l'occasion de se replonger dans le volume quarto qui rassemble toutes les écrits de François Furet sur la Révolution française et qui s'appelle La Révolution française. Moi, je vois au moins 2 raisons de le lire ou relire ou re-relire. La première, c'est le style. Parce que Furet était vraiment, je pense, on peut le dire, un écrivain, et il y a un plaisir de lire indépendamment presque du contenu cette langue précise, tranchée, nette, incisive et jamais agressive. Et puis il y a le contenu aussi, quand même, où à la fois dans l'écrit sur l'histoire de la Révolution de 1700, il commence en 1774, c'était 1880, donc la longue Révolution, et les articles qu'il a publiés dans le débat, ça reste l'un des meilleurs éclairages, je trouve, sur notre situation contemporaine. Et l'idée que la Révolution française est terminée, quand on la prend au sens premier du terme, il y a plein de sens possibles, mais on l'interprète, la passion révolutionnaire est terminée, c'est-à-dire nous, Français, ne croyons plus que la politique peut changer la vie au sens où elle peut rapatrier l'absolu sur Terre, et que la politique peut améliorer la société, mais elle la changera jamais sur ses fondamentaux. On comprend l'espèce de désarroi dans lequel on vit, me semble-t-il, aujourd'hui, et la phase de transition, en fait, dans laquelle on est. Une des phrases favorites de François Furet à propos de la Révolution était une citation de Mirabeau définissant la France comme une cascade de mépris. Ça n'a pas changé. Mon Dieu. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui se soucie de nos plateformes de financement, Adrien Beccaria qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent ce podcast. Je vous donne rendez-vous donc mercredi avec Patrice de Montcamp pour la dernière de nos 3 conversations sur les passages couverts à Paris.